J'espère que vous avez rien prévu sur l'après-midi parce que... Bah non. Non. Moi personnellement c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de rendre la commère aussi grande que ce qu'on imagine d'elle depuis qu'on a lancé. La créativité, c'est au fond notre fond de commerce. Et oui, ça nous a pris 1 heure, mais parce qu'on a bossé 4 ans derrière pour pouvoir le faire en 1 heure. C'est ça qu'il te faut comme identité, et c'est pas juste parce que t'aimes ceci, t'aimes cela, on va te faire ceci ou cela. J'ai travaillé pour une start-up où je devais rendre le produit sexy, qu'il n'était pas du tout. En l'occurrence de la pâté pour chat. Canva, est-ce que c'est un outil d'appoint ou meurtrier du métier ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Records, le podcast du coup de Rex Studio, un podcast sur les métiers créatifs, l'indépendance et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui on accueille du coup Léonie et Salomé, évidemment Yann de Rex Studio. Merci à vous d'être là. Bah merci à vous de nous accueillir. Ouais. Tu peux me tutoyer, pas de souci. Yann. Bonjour Yann, bonjour Yann. Bonjour Gauthier. Et aujourd'hui on va parler d'une thématique qui nous parle tous forcément dans nos métiers créatifs, qui est du coup... Le business tue-t-il la créativité ? Sujet hyper intéressant déjà. Comment vous êtes venu à ce métier aujourd'hui ? C'est votre passion peut-être ? C'est peut-être pas forcément que la passion. Comment vous pouvez justement expliquer ça ? J'en suis arrivée à créer la commerce, c'était, je pense, un besoin d'indépendance sur mon métier, trouver un sens à mon métier au quotidien, faire quelque chose que j'aime, c'est primordial et c'est hyper important. Et du coup, voilà, je pense que ça s'est fait comme ça, et puis l'envie d'entreprendre depuis toujours. Ok. Et de mon côté, toujours aussi l'envie d'entreprendre depuis toujours, parce que j'ai grandi dans un contexte familial où mon père est entrepreneur, donc du coup c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi et qui sonnait assez naturellement chez moi. Et d'une expérience aussi dans un profil de start-up qui m'a vraiment donné envie de lancer ma boîte dans la même idée, de faire quelque chose qui est différent des autres. Et par passion aussi. Puis c'est aussi un sujet qu'on a eu assez rapidement avec Léonie quand on était plus jeune. Donc on ne savait pas encore vraiment ce qu'on voulait faire, mais on savait qu'on voulait entreprendre à deux. Et puis un jour, ça s'est dessiné tout seul quand on est arrivé au même, après nos études, au même stade où on s'est dit on est complémentaires, on y va. Ouais, c'était un peu un coup de chance ou pas d'être complémentaire, ou vous aviez déjà un petit peu à l'époque des pistes Non, c'était un coup de chance. C'était vraiment un coup de chance. On n'a pas fait, j'ai envie de dire, nos carrières et nos études en fonction de l'une et l'autre. Je pense que ça s'est fait comme un déclic quand on parlait un petit peu d'entreprendre, notre vision du travail. Je pense qu'on s'est rejoint là-dessus. On s'est rejoint là-dessus et on s'est dit, mais en fait, nos profils matchent par rapport à nos métiers, par rapport à nos compétences, et nos personnalités matchent aussi. Ouais. Et ça, c'est hyper important quand on entreprend, surtout entre amis. Ouais, carrément. Bah ça, on sait de quoi on parle. On peut le dire aussi pour nous, ouais. Clairement. C'est quoi votre envie ? Pourquoi vous vous levez le matin, vraiment ? Pour mettre... pour l'argent, oui. Non, je pense que c'est mettre en application toutes nos idées. Nos idées, notre imagination, notre créativité, puis... pour des projets clients, pour nous-mêmes. Ouais, et on a aussi cette ambition. En vrai, c'est ce qui nous anime beaucoup avec Léonie. C'est pas juste avoir notre entreprise et qu'elle tourne. C'est que depuis le début, quand on a commencé, quand on a lancé la commerce, on s'est pas juste dit on va être une agence de com et on va répondre à des projets clients et avoir une clientèle. On s'est dit premier step c'est ça, mais on a aussi un objectif qui est beaucoup plus grand pour la commerce. Et personnellement, et je pense que t'en viens aussi à ça, c'est on se lève le matin en se disant on va réussir à atteindre cet objectif-là. Et moi personnellement, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de rendre la commerce aussi grande que ce qu'on imagine d'elle depuis qu'on a lancé. Ok, et vous y arrivez ? Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Ouais. Ça. Et ça fait du coup, on n'a pas dit, mais ça fait 3 ans, non ? 3 ans. 3 ans, ouais. On va sur la 4e année. 3 ans officiellement, et une année où on a préparé. Ouais. C'est un projet qui a été réfléchi, qui a été pensé du coup 1 an auparavant, avant de se lancer, officiellement. Ok, trop bien. Est-ce que, selon vous, alors je pense que la question va mériter une réponse un peu plus grande que oui, mais est-ce qu'on peut mettre un prix sur une idée ? Est-ce que ça va pas casser un peu notre créativité ? De toujours mettre un prix sur notre créativité ?
Il y a pour moi deux réponses. On pourrait penser à premier abord que oui, parce que la créativité, c'est quelque chose d'assez vaste et hyper large et pas maîtrisé forcément. Ah, dans un business, je dirais plutôt que non, c'est plutôt un challenge. Pour moi, le prix que tu vas fixer va permettre d'orienter ta créativité, de la brider d'une certaine manière, et ça va lui donner un cadre. Et c'est hyper important pour pas aller partout, parce que comme Salomé le dit, la créativité, c'est hyper vaste. Tu peux aller dans tous les sens. Si tu as un budget XXL, bah, tu peux faire des idées et les mettre en grand. Si tu as un budget hyper serré, bah, tu vas limiter ta créativité, et ta créativité, elle va aller du coup dans un sens et pas dans l'autre. Donc c'est en ça où le prix, le business, va influer, va orienter la créativité. Ouais. Et du coup, ça va aussi créer un genre de frustration. Ouais, tu peux avoir quand on se retrouve à s'auto-brider. Ouais. En fait, c'est ça qui est un peu complexe quand tu démarres un business qui part de la créativité, donc de quelque chose qui vraiment est en toi. Enfin, personnellement, en tout cas, en tant que graphiste, tu vas avoir l'envie de faire ce que toi, tu as envie de faire, le plus large possible, parce que c'est un métier passion aussi, donc tu as envie de te donner à 100%. Donc là, tu te donnes à 100%, mais tu as quand même un petit cadre, parce que tu dois aussi te dire, ok, mais je dois respecter aussi la demande du client. Donc ça, c'est vraiment la base de la base, c'est le client vient avec un projet. Il nous demande, il a un besoin précis, et déjà, nous, on doit rester dans ce besoin précis, et pas aller plus loin, même quand on a envie d'aller plus loin. C'est ça. Donc, c'est pas négatif. C'est juste qu'on se limite, donc il y a une certaine frustration, mais en soi, c'est aussi quelque chose on va échanger sur ce point-là avec le client. Et demain, en fait, on a déjà eu des clients qui sont venus juste pour une identité et qui sont repartis au final avec une identité, une image de marque complète. Et c'est aussi notre travail, c'est de leur expliquer, c'est une énorme partie de notre boulot aussi aujourd'hui, c'est d'expliquer ce qu'on fait vraiment à nos clients et qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus que juste, entre guillemets, un logo. Parce que notre domaine est aussi pas très très connu. J'imagine que pour vous, c'est le même principe. C'est un peu le même principe. On va s'y retrouver sur des tournages où Gauthier veut faire des choses beaucoup plus poussées que ce qui est prévu. Et bah, des fois on le fait, des fois on le fait pas. Mais effectivement, c'est... Ouais, c'est ça. Bah, là, récemment, on a eu une demande. C'était pour le centenaire d'une personne assez connue. Il fallait en fait expliquer toute l'histoire. Et au lieu de faire juste un documentaire, on s'est dit, bah, on va faire une fiction. Et sauf que la fiction, bah, du coup, ça engendre pas les mêmes coûts. Non. Et en fait, tu peux avoir un devis qui peut démarrer à 2000 euros, comme il peut finir à 20, 30 000, en fonction de ce que tu veux. Et ce que nous aussi, on est capable de faire en interne. Et après, s'il faut aller plus loin, il faut aller choper des équipes externes et faire des trucs encore plus grands. Mais effectivement, la question du prix, elle peut aussi brider la créativité, mais c'est pas plus mal parce que ça pose un cadre, comme tu le dis. Et des fois, bah, en fait, ça va dépendre simplement du budget client et ça va s'arrêter là, quoi. Nous, on se pose un cadre aussi en termes de temps. On va chercher la rentabilité, forcément. C'est le nerf de la guerre de toute entreprise. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours inconsciemment ce petit côté pression timing, on va dire, où on doit rendre quelque chose d'à la fois hyper qualitatif, parce que nous, c'est notre expertise. Et c'est là où on veut apporter de la valeur ajoutée à nos clients, tout en étant dans un temps quand même imparti pour nous pouvoir être rentable par la suite. Mais moi, personnellement, qui suis dans cette situation tous les jours, au début, ça peut paraître frustrant. Enfin, ça l'est un peu au début. Parce qu'en fait, c'est vraiment un exercice de savoir rendre un résultat en un timing assez précis. Et ça peut être un peu stressant au début, mais en fait, c'est comme quelque chose qu'on apprend. Et au final, ça permet de vraiment s'ouvrir. Enfin, en fait, tu vas aussi apprendre de nouvelles techniques. Parce que tu te dis, bah attends, ça, je le fais comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le faire plus rapidement? Et en fait, tu es sans cesse en train d'apprendre sur toi-même et sur ton métier. Et dans la créativité, c'est hyper important de toujours la nourrir aussi. Et en fait, je trouve que c'est un cercle vertueux de se dire que tu pars d'un challenge qui te paraît frustrant et compliqué. Et en fait, tu te rends compte, à force de faire des projets aussi, que tu es de plus en plus rapide et que la qualité n'impacte pas. Et on se le dit assez souvent, quand on met à jour nos projets sur le site ou même sur les réseaux sociaux, quand on communique sur nos projets et qu'on voit ceux de l'année dernière, qu'on se fait une rétrospective, on se dit waouh, punaise, mais ça en fait c'était il y a un an.
par rapport à ce qu'on rend aujourd'hui, on voit l'évolution aussi. Et je pense vraiment que l'évolution qu'on a, elle est aussi due au fait que on a des contraintes dans les projets, les différents projets qu'on a. Donc c'est une frustration au début, mais en fait on apprend vraiment à se dire que c'est une réelle amélioration dans le travail et dans ce qu'on rend auprès de nos clients. Quand on va vendre quelque chose à 500, 600, 1000 euros, les gens vont dire, bah oui, mais ça vous a pris 1 heure. Oui, mais c'est ce on dit souvent, c'est oui, ça nous a pris 1 heure, mais parce qu'on a bossé 4 ans derrière pour pouvoir le faire en 1 heure. Ça joue aussi sur Ça joue énormément. Ouais, clairement. Sur l'impact du truc. On n'a pas trop ce souci, nous, de clients qui nous disent ah oui, ça vous a pas pris beaucoup de temps. On va avoir, il faut juste changer ça, ça et ça, qui paraît peu, mais derrière, il y a aussi toute une question de rendu, enfin, ça dépend des projets. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème de clients qui nous demandent combien de temps ça prend, ou qui sont au courant du temps que ça prend. Justement, la rapidité d'exécution sans perdre la qualité, c'est une grosse force pour à mettre en avant. Ouais, carrément. Et sans langue de bois? Non, non, sans langue de bois. Sans langue de bois. Vous co-créez avec le client. Ouais, on co-crée avec le client. Ouais. Et ça, justement, est-ce que vous avez une technique? Est-ce que de base, c'est dans votre brief? Vous dites, non, on fait pas que... voilà, on va pas que faire ce que vous demandez, on va aussi vous apporter ça, de la stratégie, etc. Ouais, c'est un point, je crois, qui est au cœur de nos challenges en ce moment. On est souvent confronté à l'aspect j'aime pas, trop subjectif des clients quand on leur propose une identité. Parce que nous, le but, c'est de vraiment se reposer sur la stratégie des clients, soit qu'on construit avec eux, soit qui viennent avec leur stratégie hyper ficelée en disant « moi, je veux aller là ». J'ai besoin d'une identité qui colle avec ma stratégie, donc je vous fais confiance et vous me proposez ce qui va dans le sens. Et nous, dans toutes les démarches, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, donc nous, on leur apporte, et c'est ce qu'on leur dit, on va faire une analyse sur leur marché, sur une veille graphique pour Salomé, sur une veille du marché plutôt pour moi, pour analyser les concurrents, pour analyser les tendances graphiques. Et du coup, c'est là où nous, on va venir apporter notre expertise de dire c'est ça qu'il te faut comme identité et c'est pas juste parce que t'aimes ceci, t'aimes cela, on va te faire ceci ou cela. Ok. J'allais dire, même souvent, on challenge un peu les clients en leur disant qu'est-ce que vous aimez, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez d'une marque? Sans forcément que ce soit dans leur domaine. Mais on va vraiment leur dire venez avec des références. Dites-nous aujourd'hui quelle marque vous voyez sur les réseaux, qu'est-ce que vous aimez chez telle ou telle marque, que ce soit des vêtements, des grandes surfaces, n'importe quoi en fait. On leur dit c'est ouvert à tout et on leur explique et on leur dit ok, vous aimez celle-ci, vous l'avez retenue, la première marque qui vous vient quand je vous pose la question, quelle est-elle et pourquoi? Et en fait, ils se posent eux-mêmes la question et en fait, c'est hyper intéressant généralement le résultat qui en ressort parce que ils se disent ah ouais, OK, je comprends. En fait, ils comprennent mieux le sens d'avoir une identité qui correspond réellement à la stratégie et à leurs besoins. Donc oui, on co-crée. Enfin, on co-crée. De base, le projet, on le co-crée de manière stratégique. Par contre, on est là pour venir apporter notre expertise sur le design. Et du coup, c'est là où nous, on doit apporter, comme tout, nos connaissances, nos compétences et les mettre au service du projet du client. Et un peu de pédagogie aussi auprès du client, parce que du coup, on voit vraiment qu'il y a très peu de personnes qui connaissent vraiment l'enjeu d'avoir une image de marque construite à 100% avec la demande du client réelle. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que ça fait pas du tout partie de ce qu'on est censé faire, je veux dire, de formation. Et c'est ce qu'on apprend avec la commerce, du coup. Du coup, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a un client qui arrive en disant « moi j'ai ça en tête » et qui reparte avec complètement autre chose de ce qu'il avait... Oui, quand on arrive aussi à lui expliquer, quand on arrive à le convaincre. Quand tu sais pas où positionner ton entreprise, ton idée, ton projet, que tu connais pas trop ta cible, que t'as pas fait toute la partie analyse stratégique marketing, derrière c'est difficile de le transposer en identité visuelle. Tu vas aller un petit peu sur toutes les pistes, tous les axes différents, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vrai que quand tu viens avec une idée précise de ton activité, de tes services, de ton offre, c'est hyper clair. Et si tu l'as pas, c'est là où nous aussi, on intervient pour travailler ça avec les clients. Et ça vous est déjà arrivé justement où vous refusez carrément parce que vous savez que le dialogue va pas être possible? Pas sur le dialogue. Plus, on a déjà refusé des projets parce que...
On voit aussi certains profils de clients qui viennent et qui ne sont plus nos clients, notre cible aujourd'hui. Ça, c'est vrai qu'on a évolué là-dessus, on s'est repositionné pour faire avancer la commerce justement et savoir en avançant ce que nous, on voulait aussi de la commerce pour atteindre nos objectifs. Est-ce qu'il faut prouver sa valeur ou est-ce que le client doit vous faire confiance d'office? Comment ça fonctionne chez vous? Dans un monde idéal et réalité, nous, on aime beaucoup que le client nous fasse confiance. C'est là où on se sent les plus créatives aussi, je pense, les plus efficaces. Donc moi, je dirais, basé sur la confiance. Après, il y a des cas où la valeur ajoutée, enfin, le fait de prouver sa valeur, elle est inévitable sur, par exemple, des appels d'offres. Où en gros, tu dois répondre, personne ne te connaît, tu rencontres pas la personne, tu dois tout prouver à travers un dossier qui est béton, à la fois le côté... artistique, graphiste et à la fois le côté stratégique, solidité de l'entreprise. Donc il y a des fois où c'est pas possible d'éviter le... Quand on a la confiance du client, ça va tout seul. Et c'est les projets dans lesquels on se sent les plus créatives. Et en fait, on tape dans le mille tout de suite. Parce que en fait, on ressent que le client nous fait confiance. Il nous dit, allez-y, il nous donne son brief. Et le brief est compris, lui, il est sûr de ce qu'il veut. Et du coup, en fait, nous, on tape pile dans le mille et c'est hyper rapide. On le fait systématiquement à chaque fois qu'on rencontre un nouveau client, on présente nos projets précédents. On présente les identités qu'on a créées. Et ça, je pense que ça met en confiance quand même sur le rendu. Et du coup, je pense qu'on arrive à instaurer aussi une relation de confiance et d'honnêteté, de transparence aussi avec nos clients. Donc, c'est quand même hyper important si on veut que la collaboration se passe bien. Oui, sauf s'ils viennent vous chercher, en gros, vous allez quand même montrer un book ou quelque chose pour qu'ils vous fassent confiance. Quoi. Bien sûr. Ce qui est classique, ce qui est logique. À chaque fois. On montre le portfolio, on les envoie systématiquement. Après, sur tout ce qui est bouche à oreille, forcément, il y a une confiance qui se crée naturellement, généralement, parce qu'on t'a été recommandé par quelqu'un d'autre. Et surtout dans notre monde, on va dire, où tout le monde se connaît, c'est quand même assez simple, en tout cas dans notre ville, où on est. D'avoir la confiance des gens. D'avoir la confiance, de toute façon, si on fait un client satisfait à la fin, nous, c'est notre plus belle récompense, c'est ça. Et donc, forcément, après, le bouche à oreille ne peut qu'être positif. Et c'est pour ça qu'on s'appelle la commère. Et revenons un peu sur la créativité. Est-ce qu'on peut être créatif avec une banque, l'industrie, un milieu qui n'est pas forcément sexy en apparence? Moi, c'est ce que je préfère, limite, avant de travailler chez la commère. Et c'est aussi cette partie-là de mon expérience qui m'a donné envie de lancer la commère. C'est que j'ai travaillé pour une start-up où je devais rendre le produit sexy, qu'il n'était pas du tout. En l'occurrence, de la pâté pour chat. Ça donne pas du tout envie. Et c'est ça que j'adore dans ce métier. C'est que, en fait, on peut vraiment embellir tout ce qu'on veut. C'est vraiment, on peut vraiment mettre sur un piédestal n'importe quel domaine. Et c'est aussi ce qu'on aime chez la commerce, c'est qu'on nous demande souvent, est-ce que vous avez un domaine de prédilection? Bah non, on n'en a pas, et tant mieux. Nous, on adore vraiment se dire que ce soit du BTP, de la cuisine, que ce soit food ou vraiment n'importe quel domaine, on n'est pas bridé. Après, par contre, il y a plus un temps d'adaptation, forcément. Il y a des projets où moi personnellement ça va me parler tout de suite, des domaines qui vont vraiment être parlants, graphiquement parlant, et par contre il y en a d'autres où sur le coup je me suis déjà vue dire à Léonie qu'est-ce que je vais faire? Celui-ci va pas être simple, mais en fait une fois qu'on est lancé, et c'est ces projets-là qui prennent aussi peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a nous, on doit vraiment apprendre, on découvre le domaine et du coup, on doit apprendre tous les codes graphiques. Donc, il y a un petit temps d'apprentissage aussi. Mais après, une fois qu'on a tous les codes et on sait aussi comment chercher, on a une manip qui est tout le temps la même pour faire notre veille. Et en fait, du coup, comme on se réconforte là-dedans parce on connaît ce domaine-là, on sait comment faire nos recherches. Et après, notre base, elle est hyper solide. Mais il y a des domaines où on se dit, ok... challenge mais du coup quand on y arrive on est encore plus satisfaite, on se dit j'avais jamais fait et du coup c'est cool, maintenant on sait qu'on sait faire. Le défi est toujours intéressant quand c'est un milieu qui est pas forcément sexy, où il n'y a pas forcément une com qui a été faite auparavant, où il faut tout créer, c'est génial. Alors nous on est tous des branches finalement de la com,
même si vous avez aussi un peu cet aspect Ouais. 360 que Ouais. nous on n'a pas avec la vidéo, mais on est quand même une branche. Mais oui, à notre échelle, en vidéo, des fois on tombe sur des clients qui n'ont pas du tout de com, donc il faut imaginer tout de A à Z Ouais. en vidéo. Ouais. Et après, C'est tu encore les orientes. différent aussi, du Ah coup, ouais. pour le Mais coup, vous. sur le C'est même ça. principe, il y a des branches qui sont, comme on disait, pas du tout sexy dans l'intitulé de base, où tu te dis, je vais aller faire, je vais aller travailler dans la data informatique ou ce Ouais. genre de choses, et tu arrives quand même à faire Ouais. des choses. Mais... C'est ça, on a un client là, qu'on accompagne à l'année, c'est toujours comme ça, et ça se passe trop bien parce qu'on arrive à ajouter une touche de fun aussi à Ouais. un domaine qui ne l'est pas, quoi. Mais vous, du coup, vous avez toujours quelque chose à montrer aussi, à filmer. Ouais. Nous, on a l'avantage, c'est, ok, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'identité, mais justement, nous, c'est un peu, enfin, limite, on se dit, bah ok, encore mieux. Enfin, Ouais, ouais. c'est mieux Oui. quand il y a une identité, mais Ouais. on préfère limite quand il n'y en a pas, parce que du coup, on n'est pas bridé, et en fait, même si un domaine n'est pas sexy, nous, on va justement lui donner une image, on va prendre les codes de ce qui se fait aujourd'hui, Mm. et on va rendre sa boîte sexy. Donc, nous, limite, enfin, c'est hyper stimulant d'avoir des boîtes comme ça. Il y a des clients où c'était un peu plus compliqué, parce que il faut aussi que la personne nous autorise à le faire. Donc, là, il y a une différence quand la personne, elle veut vraiment... elle a, On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, elle a des caractéristiques et on peut pas en sortir. Mais honnêtement, généralement, les entreprises qui n'ont pas d'identité et rien à montrer, eh ben, ils sont hyper ouverts à ce que... Ils nous font confiance parce que pour le coup, ceux qui n'ont pas d'identité, c'est ceux qui n'y connaissent rien. Ouais. Et du coup, ils viennent vers nous parce qu'ils ont besoin de notre expertise. Est-ce que des fois ça vous tente pas de faire des projets bénévoles pour vous? C'est-à-dire si, en mode j'ai envie de faire un... ou même des projets associatifs justement où vous pouvez vous lâcher un peu plus, quoi. Ouais, on le fait, on l'a déjà fait. Ouais. Enfin, On l'a tu l'as déjà déjà fait. fait. Il y a des identités qu'on crée parce que ça nous vient tout de suite et je les mets de côté. Et il y a un petit dossier projet fictif. Ok. En fait, c'est vraiment ouais, c'est un idéal. Même parfois, en fait, bah, c'est quand on travaille de temps en temps avec Jeanne, qui est notre stagiaire et qui vient souvent chez la commère. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je vais l'orienter vers justement des projets pour qu'elle s'entraîne, sans forcément, enfin, en dehors des stages qu'elle fait chez nous. Et en fait, quand je lui ai donné ce tips de ben, va sur tel compte, ils font des briefs. Et en fait, toi, tu dois juste t'entraîner et t'as pas vraiment de contraintes. C'est juste, vas-y, laisse parler ton imagination. Et en fait, ça fait vraiment du bien de se dire, oh punaise, là, je vais faire un truc, c'est 100% moi. Ouais. C'est la différence avec la commère. On nous dit souvent qu'on a une patte, forcément, parce que du coup, moi, c'est quand même mes inspirations. Mais quand on n'est vraiment pas bridé et que on aimerait limite avoir un catalogue par domaine et se dire, en fait, on peut vous vendre telle identité. Ouais, Après, on pourrait pas forcément le faire parce qu'il y a aussi, quand je crée une identité fictive, il y a quand même de la stratégie et de l'image de marque derrière. Le nom est pas choisi au hasard. Ouais. Il y a quand même tout un processus derrière qui est exactement le même que ce qu'on peut proposer aux clients. C'est que Salomé, souvent, quand elle travaille, qu'elle fait son travail de design, elle va toujours faire différentes pistes créatives. Et souvent, tu vas te diriger vers une ou une autre. Ouais. Et ça a été le cas, par exemple, pour une identité dans le domaine institutionnel, pour une ville, où en gros, il fallait designer une identité visuelle pour une fourrière animale. Ok. Et en gros, Salomé, elle avait deux pistes. Elle a dit ça, c'est ce que je kiffe, ce que je ferai à fond. Ouais. Et une autre piste créative qui était tout aussi jolie, mais beaucoup plus institutionnelle. Qui me ressemblait Et moins du coup, aussi. celle-là, en fait, on la garde quand même sous le coude. On se dit, en fait, ça peut servir. Ouais. Cette identité-là, elle marche très bien. Ah, et je Pareil pour les identités qu'on peut penser pour certains projets qu'on propose sur des appels d'offres, par exemple. Ouais. Ouais. Il y a vraiment des identités qui m'animent quand je les fais. Ouais. Et je me dis, oh, j'aimerais trop que celle-ci, Ouais. elle passe. Mais tu sais que tu peux même... on leur a même pas montré. Ouais. Parce qu'on savait que ça n'allait pas passer. Coller, ouais. Mais par contre, nous, ça peut nous faire un beau portfolio. Mais c'est vrai que c'est le genre d'identité. Parfois, on aimerait bien avoir des projets où les gens viennent et nous disent je viens vous voir, comme quand on va acheter un tableau. Et qu'on entre en disant je viens ici parce que je veux Oui. ce style-là. Ça, c'est le Graal, je pense, de la Ah, commerce. c'est clair. C'est le lien là où tu passes d'un métier créatif à un Ouais. travail d'artiste réellement. Où Ouais. On a un travail qui est créatif, qui est artistique, mais est-ce qu'on a ce nom d'artiste Ouais. qui passe derrière? Ouais.
Mais tu vois, tu pourrais faire le lien avec un boulanger, tu vas pas lui dire ah, j'aimerais que tu retravailles ta baguette un peu différemment. Parce que dans ma tête, j'avais quand même une super idée à la base. Moi, je préfère quand il y a des C'est tresses, mais vraiment en plus. Et ouais, je trouve que ça serait vraiment l'idéal, le summum, ça serait ça. Carrément. La créativité, c'est au fond notre fond de commerce. Ouais. Et c'est pas quelque chose... Enfin, comme tu dis, c'est rattaché aux émotions, aux sensations, à comment tu poses tes idées, etc. Donc, quand ça vient pas, c'est compliqué. Donc, c'est pas palpable, en gros. Ouais. Là, c'est un métier, c'est pas logique, et donc ouais, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Ouais. Y a des gens qui ont des esprits beaucoup plus logiques, et pour qui ils vont faire des choses hyper carrées, hyper... technique, et là c'est plutôt une fibre artistique, et c'est vrai que quand tu l'as pas, quand ça va pas forcément sur le moment, c'est plus compliqué à appréhender. En fait, je pense que si j'avais fait ça toute seule, en fait j'aurais pas pu faire la commère toute seule, et je le vois vraiment beaucoup sur cet aspect-là, quand j'ai plus de mal sur la créativité, alors que Léonie a pas du tout travaille pas du tout dans le design, elle a un profil complètement différent. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'aide aussi énormément, parce que quand j'ai un blocage, je vais lui dire, écoute, là, j'y arrive pas, je sais pas ce qui va pas, donc je lui montre ce que j'ai fait, je lui explique ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, où je suis bloquée. Et en fait, elle est pas dedans du tout, elle a pas vu ce que j'ai fait. Et ça, j'y tiens aussi, généralement, je montre jamais toute la phase de test, je la montre pas à Léonie, je montre ma phase finale, ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus, et après je lui demande son avis, et du coup quand je suis bloquée, je lui dis écoute, là j'en suis là, et en fait ça nous est arrivé la semaine dernière. Pas plus tard que la semaine dernière, en gros, Salomé bloque sur c'était un peu de la mise en page, design de tract, et en gros elle vient, elle me demande oh Léo, je suis bloquée, j'arrive pas, dis-moi ce que t'en penses, j'ai fait plusieurs configurations, et du coup je t'ai juste demandé qu'est-ce que t'aimerais faire, ou qu'est-ce qui te bloque, et elle dit tu vois, je sais pas trop si je mets ça là et si je mets ça là, elle dit putain, je suis en train de te le faire en live en fait. Ouais, c'était bon. Donc en lui disant c'est quoi le problème, qu'est-ce que t'aimerais faire, elle me l'a fait en live en m'expliquant tu vois, moi mon problème c'est de faire ça, j'aimerais le placer là. Et en fait, on a débloqué le problème ensemble, parce que quelque part, je suis venue juste dire c'est quoi ton problème, c'est quoi ton problème. Mais en fait, c'est un peu comme si, je sais pas, tu dois pas décevoir le client. Donc ça, c'est un peu la pression que je me mets aussi. C'est que c'est l'image de la commère, et la commère, c'est pas que moi. Donc du coup, je veux, moi personnellement, je me mets quand même ce niveau-là de me dire... faut que je fasse les choses bien, parce que je suis pas toute seule, on est deux. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, ça va prendre aussi c'est de la commère de manière générale. Et je veux pas que justement on ait de mauvais avis, quoi. Je veux que ça tourne bien et que ça plaise aux gens. Et du coup, je pense que je me mets cette pression-là, et quand je la propose à Léonie, avec qui j'ai 100% confiance et j'ai pas de gêne, parce que en fait... j'ai pas de gêne à avoir, c'est mon amie, et on est cofondatrices toutes les deux, donc on travaille en équipe. En fait, je pense que de lui montrer, je casse ce côté, elle va pas me juger en fait. Donc j'ai cette première étape avant de montrer au client, et qui moi va me rassurer, parce que y a Léonie qui va me dire en fait elle peut me dire ça va pas, ça t'as fait de la merde, nul, ça, voilà, mais vraiment, et en fait il y a pas quoi. de je vais pas du tout être frustrée, je vais pas du tout mal le prendre, et ça c'est l'avantage aussi, c'est qu'elle peut tout me dire, et je vais préférer le recevoir de Léonie que de le recevoir d'un client. Et du coup, l'étape où Léonie passe avant, à chaque fois qu'on finit quelque chose, même si t'es pas intervenu dans la création, je vais quand même toujours le montrer à Léonie. Elle va me donner son avis qui est du coup extérieur. Et elle a un autre œil aussi. Moi, des fois, je vais être à fond dans une idée et je vais vouloir le faire. Et en fait, Léonie, elle va arriver, elle va me dire ah, j'aurais bien imaginé ça ou ça. Et en fait, c'est la touche en plus qui va faire un peu la différence et qui va pimper un petit peu le truc. Et du coup, c'est cet équilibre-là qui est hyper intéressant quand on travaille, de travailler comme ça, en tout cas sur la partie créa,
C'est vraiment Ouais. le point positif. Pour revenir un petit peu à ce qu'on se disait avant, c'est que justement cette répartition, Salomé plutôt créa, moi plutôt business, elle permet justement à Salomé de pouvoir se concentrer uniquement sur sa créativité, de pas être dispersée par des choses administratives, etc., que moi j'absorbe, et du coup vice-versa, moi j'ai besoin, enfin du coup moi je me concentre sur la partie business, et du coup c'est plutôt pratique pour nous deux de pas... se marcher dessus, enfin de tout voir, de tout faire tout ensemble, sinon on se perdrait. Donc j'avoue que c'est un gain de pouvoir se répartir ces deux missions-là, qui sont principales et qui cohabitent ensemble à chaque fois. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le quiz timé? Oui. Eh ben c'est parti, Yann, je t'en prie. Top, commune du Pas-de-Calais, habitée par 5... Pour Léo, tu préfères un brief de 2 pages ou un brief de 2 lignes? Brief de 2 pages. Oh putain, j'aurais dit 2 lignes. Ça commence déjà bien. Tu préfères créer seul ou à 2? À 2. À 2, forcément, ça recoupe avec tout ce qu'on a dit juste avant. Si tu dis non à un client, c'est plus une preuve de force ou un luxe? Les deux. Je dois choisir ou les deux, ça va? Tu dois choisir. Je dois choisir une force ou un luxe. La force. Une force. Une force. Ouais. Vaste sujet, on pourrait en parler des heures, mais l'IA, c'est une crainte pour le domaine, une opportunité, c'est un outil, un gadget à côté? Non, c'est un outil dont il va falloir s'appréhender dans le futur, parce qu'il va vite évoluer aussi, mais pour nous, c'est plus un moyen qu'une crainte. Est-ce que tu as déjà été ghosté après un devis? Oui. Question où tout le monde a la même réponse, je pense. Pardon, je vais répondre. Combien de fois? C'est ça la question. Combien de fois? Quel était le montant du devis? En fait, on a un tableau avec les bâtons. On met des bâtons. Tu préfères un client qui sera relou mais qui paye bien, ou un client fauché mais qui est super sympa? J'ai une question supplémentaire. Vas-y. Il est fauché, mais il paye ou... ou il paye pas. Il va payer, mais genre, il va tirer vers le bas tout ce qu'il peut tirer en devis, quoi. Mais il est super sympa. Mais il est trop sympa. Et il accepte tout ce que tu fais. Enfin, toutes les propositions que tu vas lui donner, ça va être ok. Oh, c'est dur. Je te laisse te démerder. Et relou, la définition, c'est plutôt exigeant. Il va être chiant, il va tout remettre en question. Il va peut-être aussi essayer de tirer vers le bas les prix parce que il est relou, il va le faire. Alors je vais prendre le mec sympa. Super, vous avez entendu. TikTok pour une marque B2B. Oui. On aurait dit un oui. mais oui, juste oui. Oui, je pense qu'il y a plus puissant, peut-être, mais oui, TikTok, pourquoi pas. Ouais. Quand tu facturer au temps passé ou facturer à la valeur perçue? À la valeur perçue. C'est beau. LinkedIn, c'est une vraie vitrine pro ou alors c'est juste un nid d'égocentrique? Non, faut savoir bien l'utiliser. Non, vitrine pro quand même. Ouais. Petite dernière du coup, storytelling, un outil sincère ou un outil de manipulation? Ça dépend. Il y a eu le petit sourire. Dans ton cas, à toi, peut-être. Oui. Dans mon cas, non. Oui, de la commère. Oui, Ah non, la outil commère, sincère. 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 Ouais, sincère. J'allais dire, tu doutes On longtemps. peut pas- quand même. Non, je pensais que tu parlais de manière générale. Oui, Ça non, dépend mais bien quelle sûr. marque, quoi. Parce que la T'en as réponse qui est font oui. du bullshit, du greenwashing, et t'en as qui, Oui. non, sont sincères. Et pour le coup, nous, on est sincères. On peut pas inventer qu'on est allé au collège toutes les deux, quoi. Oh, Et bah. ça nous met pas en avant, en plus. Tu sais, il y a le directeur qui fait un mot après. Non. Non. J'ai vérifié. faux. Je ne c'est connais faux. pas ces filles. Le comics sans MS. Proscrit ou vibe rétro? Proscrit, à jamais. Voilà. C'était plus J'ai pas rapide. bossé, désolé. C'était plus rapide, mais bon. Moodboard Pinterest imposé par le client. Raccourci utile ou tue l'amour? Ah non, raccourci utile. Le minimalisme, est-ce que c'est du génie ou de la paresse maquillée? Ouf. Si je pouvais dire les deux, je dirais les deux. Ok. Non, en vrai, ça dépend des projets, vraiment, pour le coup. Canva, est-ce que c'est un outil d'appoint ou meurtrier du métier? Le silence. Non, c'est un outil d'appoint. Ça dépend aussi comment le client veut que tu t'en serves. Donc c'est à toi de lui expliquer comment nous on s'en sert et pourquoi on s'en sert. Logo à 5 € sur Fiverr, est-ce que tu pleures ou tu ris? Je pleure. Tu peux ajouter un mot sur la fiche après une version validée? Absolument pas, mais je vais le faire quand même. C'est vrai.
client qui dit on veut un truc moderne mais pas trop tendance. Bah, viens pas chez nous. Pareil que Léo, du coup, dire non à un client, preuve de force ou luxe? Force. Charte graphique de 150 pages, utile ou pas utile? Franchement, pour certaines marques, utile. Et moi, j'adore faire des chartes graphiques de 250 pages. L'IA, crainte, opportunité ou gadget inutile? Non, opportunité. Et comme disait Léonie, pour moi, il faut juste qu'on apprenne à bien s'en servir parce que c'est une réelle force pour les agences de com. Trop bien. Ah, Ok. il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Ah ouais, c'était bien. Du coup, est-ce que vous avez une anecdote à raconter? On est en rendez-vous chez nos clients, à deux, avec nos clients, et en fait, on est chez eux pour le coup. Et en fait, on est dos au salon, et dans le salon, on voit Salomé me dire, regarde, regarde derrière, mais discrètement. Et en fait, on voit juste les jambes du gamin qui est Allongé. sur le ventre, allongé, mais Au canapé, mais vous voyez pas ça. il était sans vie, quoi. Je me retourne, mais en fait, je suis mort de rire parce qu'il avait ses bras, ses jambes sur le dos, comme une crêpe, comme ça, sans sur le bouger. ventre, sur le ventre. Et en fait, là, on est parti, mais dans un fou rire incontrôlable, où en fait, on n'arrivait plus à suivre. Et pour le moindre prétexte que le client, il nous parlait, il disait des petites blagues. Ouais, Du coup, devant dès le qu'il client, sortait une le blague, fou nous, rire. Hein. on Ouais. rigolait super Il rigolait fort. avec vous ou On- pas, on- Bah, en sortait fait, on se retenait parce que quand je lui ai dit ça, évidemment, le client n'était pas là. Il Ah était oui. parti faire autre chose. Ouais. Et T'es du pas coup, dans la confidence. Moi, tout je de suite, m'attendais quoi. pas à ce qu'elle rit autant. Du coup, fou rire. Et vraiment, donc, il revient, on se retient, mais c'est super dur de se retenir de rire. Et du coup, en fait, le moindre truc drôle, heureusement, ce client-là était assez était rigolo. drôle. Il faisait il plein nous de blagues. détendait, il faisait plein de blagues. Donc, en fait, à chaque fois qu'il faisait une blague, nous, on en profitait pour exploser de rire. Et on jouait là-dessus pour pas qu'ils se disent, bah, pourquoi elle se tape une barre, quoi. Il a dû passer le meilleur moment de sa vie, lui. Ouais, Ah ouais, lui, il s'est Elles dit. sont hyper réceptifs, c'est trop cool. Et en fait, mais on a vraiment pleuré de rire. Bah, en fait, Et on est C'était ultra pas le bon bon funèbre, public. donc moins. Nous, mais- on est... Ouais. En fait, Ouais. nous, on rigole pour pas grand-chose non plus. Mm. Et j'avoue que ça, en fait... regarde C'est la resté. gueule, ils se regardent. Moi, personnellement, ça me fait toujours le même effet. Je Waouh. pense que c'est un des plus gros fous rires qu'on ait eu. Et ça va, il s'est. Oui, il allait bien, hein. Il allait Ouais, très bien. Ah, il est pas mort, hein. Il jouait, Et je le pense qu'il client, faisait une le petite client. pause. Bah, il a jamais su. Il Ouais, il a s'est pas dit, trop on a capté. passé Ah un non, beau non, moment, pas du on a tout. rigolé avec Bah non, les parce filles, qu'on Ok. à se retenir quand même, quoi. C'est Ouais, dur, ouais, mais ouais. on y arrive. Ouais, on a mis longtemps avant de Ouais. se... Mais ça, de c'est depuis redescendre. le collège, quoi. En permanence, t'avais pas le droit de rigoler, bah, Ouais. t'entendais pouffer. On sait que si on se lance un regard, c'est mort. Et donc, quand on nous voit très souriante, souvent, c'est parce qu'on essaye de pas se taper une barre. De pas rire. Voilà. Du coup, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. On retrouvera du coup le podcast sur toutes les plateformes de streaming disponibles. N'hésitez pas à aller suivre du coup la commerce sur leurs réseaux, à suivre les réseaux de REC pour les prochains épisodes. Et on se revoit une prochaine fois pour le prochain épisode justement.